comprenez bien que par rapport à tout ce qui s'est dit, il fallait vraiment qu'on rappelle un petit peu tout ce contexte, là où était le football et là nous en sommes aujourd'hui. Bonjour la presse d'être présent à notre conférence. Alors pourquoi on s'adresse à vous aujourd'hui? Nous attendions le début de la campagne parce que le cadre électoral, après la validation des deux listes, permet que nous entrons dans l'espace de communication, d'échange, de présentation de notre programme. Mais comprenez que beaucoup de choses ont été dites avant cette campagne. Il est nécessaire, en tant que président sortant avec ma nouvelle liste, qu'on fasse un point sur tout ce qui a été dit et bien sûr permettre que le monde du football, voire la Guadeloupe, connaissent les vérités. Remettons un peu les choses à leur place tout simplement. Et bien entendu, il est aussi question de présenter cette liste qui va abriguer le pilotage du football guadeloupéen. Mais on ne peut pas manquer de faire un bilan parce que j'ai été quand même pendant 2 mandatures le président de la Ligue avec 2 équipes pas tout à fait les mêmes. Maintenant, sur ce qu'on a entendu sur des ondes. Le premier élément qui... Je souhaite que la vérité soit dite par là, parce que évidemment, chacun ses arguments pour piloter le football guadeloupéen, pour briguer le conseil de ligue, la présidence. Mais quand un candidat à la présidence de la ligue permet de dire qu'il va verser des subventions au club, je pense que la presse est assez avertie, les médias sont assez avertis pour dire simplement que c'est du mensonge, c'est de la calomnie, et aucune association, loi 1901, ne peut utiliser cet espace. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans le document de presse qu'on vous a remis, qu'on va vous remettre, nous avons interrogé notre expert comptable pour vérifier bien dans quel cadre une association loi 1901 peut verser des subventions, bien souvent publiques, que nous recevons à une autre association loi 1901. Et sur ce point-là, c'est l'article 15 du décret du 2 mai 1938 qui dit « Il est interdit à tout groupement et à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'un employé, toute ou partie de subvention à d'autres associations, œuvres ou entreprises. » Donc, je pense que on ne peut pas, lorsque nous envisageons de diriger le football guadeloupéen, s'appuyer sur de tels arguments. Le deuxième élément, puisqu'il s'agit de mettre en avant ceci, c'est de simplement annoncer que la Ligue n'a pas pu ou ne rembourse pas la dette suite à la mise en redressement judiciaire et que la Ligue a positionné ceci jusqu'au-delà de 2030. Moi, je vous dis qu'en arrivant à la Ligue, en 2017, on est tombé en redressement judiciaire. Et le plan de redressement est respecté pendant 10 ans. Et il n'est pas question d'aller au-delà de cette période. Évidemment,
la Covid nous a contraints et la loi permettait que dans le cadre de la Covid, nous renégocions le remboursement de ce plan, ce qui a été fait. Mais le juge n'a jamais pris la décision de mettre hors la période initiale. Donc soyez-en rassurés. Maintenant, concernant tout ce qui est dit, et croire même que les élus sont des gens rémunérés, nous sommes des bénévoles. Nous sommes dans le cadre de la loi 1901, dans le cadre des règlements de la Fédération, de la FIFA et de la CONCACAF. Évidemment, autre point qui nous a interpellés, c'est de dire que la Ligue, la politique de la Ligue fait que le nombre de licenciés a diminué. C'est manquer vraiment de correction, de sortir de tels arguments. La Ligue a eu l'occasion de faire plus de 14 000 licenciés à un moment. Mais c'était quoi? 13 000 licenciés. C'était quoi? Parce que la Ligue avait aussi Saint-Martin, avait Saint-Barth. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que la Ligue est dans un espace qui a perdu en population, mais n'empêche qu'en gardant toute proportion gardée, par rapport à notre masse de population, nous sommes une ligue, toujours la première ligue, mais surtout près de 24% de notre population est licenciée en football, alors que sur l'Hexagone, vous avez une proportion de 19%, sur la Martinique, autour de 21, 22, 22%. Donc ça veut dire que la ligue, d'une part, c'est la ligue la plus importante de ce sport, mais aussi la Ligue a toujours gardé sa dynamique en termes de nombre de licenciés. Bon. Effectivement, le développement de tous les footballs que vous avez constaté ces dernières années, que ce soit le futsal, que ce soit le football féminin, permet aujourd'hui d'afficher près de 12 000 licenciés, mais en effectif réel, nous sommes au plus de 9 000 licenciés, près de 10 000, tout simplement parce qu'il y a aussi des dirigeants qui sont footballeurs, des éducateurs qui sont footballeurs, des doubles licenciements. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas aujourd'hui simplement venir dire que le nombre de licenciés a diminué. Donc, voilà ces éléments que je tenais à mettre en place, et surtout sous l'endettement, dire que nous avons déjà remboursé près de 60% de l'endettement, et que malgré ça, quand même, vous les médias, vous êtes les premiers à constater que malgré tout cela, nous avons pu relancer le football et notamment relancer nos sélections et développer autre chose sur lesquelles nous allons revenir dans le bilan. Maintenant, l'équipe qui va briguer les postes de ce conseil de ligue, je rappelle que nous sommes 20 membres avec un président. Lors de la première mandature, on avait fait une équipe nouvelle, mais aussi avec des hommes d'expérience qui avaient déjà connu, je dirais, le pilotage du football guadeloupéen, que ce soit sur Ouiga ou autre. Nous avons eu des anciens de l'équipe Guiroc, nous avons reçu des anciens de l'équipe Ouiga. On a gagné en maturité. La deuxième mandature, on a évolué, on a fait l'arrivée de jeunes, de personnes qui n'avaient jamais piloté le football guadeloupéen à ce niveau-là, et notamment un nouveau secrétaire général autour de Lucien Galvani. Nous avons eu avec nous Madame Sermanson, nous avons eu Guy Manette, et puis cette nouvelle mandature, nous avons 7 nouveaux. Vous allez me dire, s'il y a 7 nouveaux, ça veut dire qu'il y a peut-être 7 donnés dessus de 2. Non, ce n'est pas cela. C'est normal que par rapport à la dynamique de travail, que nous venons avec une équipe, avec du sang nouveau, mais sachez que tous les 7 qui nous quittent seront certainement présents, soit dans des commissions ou autres. Il y en a qui veulent arrêter par rapport à leurs activités professionnelles, par rapport à d'autres engagements, mais globalement, il ne s'agit pas de s'en séparer de personnes qui ne travaillaient pas, au contraire. La Ligue aujourd'hui, les 20 membres du Conseil de Ligue, ce sont 20 personnes qui chacun ont leur mission bien définie. Et sont... Alors, les nouveaux qui nous rejoignent déjà, donc Richard Albert, que je ne présente plus, qui
éducateur, président de l'amicale des éducateurs, qui aura l'occasion de vous dire deux mots tout à l'heure. Les nouveaux qui nous rejoignent, c'est Madame Armelle Alamel, qui est dirigeante de la Gauloise et qui est quelqu'un bien impliqué dans le sport. Et je ne retiens pas de me dire que c'est un brevet d'état natation, mais qui a choisi de travailler pour le football, qui actuellement a des compétences, notamment au niveau de sa vie professionnelle, qui la rend utile au football guadeloupéen à ce niveau-là. Madame Kazako Corinne, qui est rentrée en football en tant que parent d'élève, mais après tout ce qu'elle a réussi en peu de temps et qui a été même reconnue par la Fédération française de football pour nous rejoindre et qui sera dans cette nouvelle équipe. Ulrich de la Barthe, qui est le président d'AOG, hein, qui est le fils d'un homme qui a beaucoup investi dans le football guadeloupéen, présent dans 2 à 3 commissions, très, très présent dans les espaces de décision de la Ligue, et son fils qui a pris le relais. Pas trop de penser que c'est l'un des plus jeunes présidents du football guadeloupéen au niveau des clubs. Les nouveaux qui nous rejoignent, c'est Madame Isabelle Saint-Val, hein, qui depuis 2 mandatures s'est trouvée à la commission de conformité des terrains de football et des stades. Et c'est une ingénieure qui a beaucoup œuvré déjà et qui naturellement aujourd'hui rejoint le conseil de ligue. Philippe Touraine, arbitre de football. Philippe Touraine, c'est quelqu'un dehors de sa dimension arbitre qui a beaucoup œuvré au niveau des commissions, que ce soit la commission de discipline, que ce soit la CRA. Quelqu'un qui a toujours donné beaucoup de temps dans le football et son expérience, sa connaissance du terrain, sa connaissance du football guadeloupéen fait que naturellement il a accepté de travailler avec nous. Et puis le dernier qui est là avec nous, Jean-François Vlage. Jean-François, c'est un professeur d'EPS très engagé dans le football féminin, ancien joueur du CSM et qui a pu travailler avec nous sur un projet du futsal. Et son engagement, ses interventions a retenu toute notre attention pour qu'aujourd'hui il soit vraiment dans l'espace de pilotage du football guadeloupéen. Et puis bien entendu, en dehors de ces 7 nouvelles personnes, vous avez ceux qui étaient déjà là et par rapport à leur mission vont poursuivre le travail. Vous avez Jean-Charles Alcool, vous avez Claudia Raboteur du Sirocco, Jean-Charles Alcool Maë Galantais, vous avez Thierry Colombo qui œuvre sur le Sud-Bastère et notamment son club colonial, club de Baïf. C'est quelqu'un de très engagé dans la société guadeloupéenne. Hélène Elie qui est médecin de l'Étoile de Mornalo, qui est très impliqué, qui est vice-président de l'Étoile de Mornalo. Vous avez Teddy Fléau, qui est au Sporting, manager du Sporting, qui était déjà là, qui travaille beaucoup dans la réglementation. Bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, Lucien Galvani, notre secrétaire général de cette mandature, cette deuxième mandature, et qui a été président de l'Intrépide de Sainte-Anne, qui a œuvré à la Juventus. Guy Manette, premier vice-président actuel, et qui est président de la Juvenis. Philippe Makiaba, éducateur confirmé actuellement, qui encadre l'équipe féminine du Sirocco, hein, qui a été aussi pendant longtemps, jusqu'à maintenant, membre de l'amicale des éducateurs de football. Philippe, que tout le monde connaît, notamment pour ses missions CONCACAF au sein de l'équipe actuelle. Nous avons donc Jocelyn Martial, hein, qui est le président de la JSF, mais qui était déjà avec nous, responsable de la en termes d'arbitrage. Johan Selbonne, qui a jusque-là eu la responsabilité du futsal, qui a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré avec les gens engagés dans le futsal. Et bien entendu, Johan, je rappelle que c'est un dirigeant du football Maë Galantais au niveau des clubs. Sylvia Sermanson, vice-présidente en charge des finances, hein, dirigeante issue du CSM et qui a aussi déjà beaucoup travaillé, notamment sur cette dernière mandature qui nous avait rejoint à la mandature précédente, à cours de mandature précédente. Donc voilà cette nouvelle équipe qui
certainement par rapport à leurs compétences. Eric Nestor, hein, Eric Nestor, qui est le monsieur scolaire du football guadeloupéen. Eric a été longtemps président de l'UCEP au niveau du primaire. Et sa présence parmi nous a permis vraiment que les relations avec l'académie, le développement des sections sportives, les réflexions sur le football scolaire prennent vraiment de l'ampleur, et ça, on verra ça tout à l'heure dans notre bilan. Sur le football guadeloupéen, c'est une organisation. Je crois que malgré toutes les difficultés rencontrées, la Ligue a toujours comme mission première d'organiser les compétitions. Et je pense que la presse, les médias ont vu comment les compétitions ont évolué, comment aujourd'hui, partant du futsal, passant par le féminin et voir la structuration du football jeune, comment les choses ont pris de la place. Mais la Ligue aussi, c'est 16 périmètres de famille, 16 périmètres de famille qui vivent de ce football, qui administrent le football, et je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le président du club, quel que soit le dirigeant, quels que soient aussi les hommes de médias, sur une problématique de ligue, on sait à qui s'adresser, que ce soit en tant qu'élu, que ce soit en tant qu'administration. Ces charges et responsabilités de la ligue va bien entendu, si vous avez des emplois, vous avez des charges sociales, et puis vous avez surtout un développement du marketing qui s'est mis en place avec le naming sur lequel nous travaillons, sur lequel nous allons encore progresser. Nous avons un exemple, la R1 Vito, nous avons le Longonne Futsal et nous avons surtout aussi les féminins, le championnat féminin porté par Siapoc. Du soutien au club, hein, ça vous allez avoir des illustrations tout à l'heure, comment nous nous organisons pour accompagner et aider les clubs. Et puis ce qui nous tient à cœur, surtout au niveau de responsabilité de la Ligue, c'est assurer les formations, que ce soit arbitre ou éducateur. Sur les projets à venir, nous aurons quelques exemples, et notamment dans le bilan aussi à vous relater. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous habite le plus, c'est certainement le remboursement de la dette. La prise en charge des déplacements de nos jeunes en compétition. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en train de gérer le déplacement de la sélection senior aux îles Caïmans. Nous sommes en train de gérer l'accueil du club franciscain féminin qui va jouer samedi contre la Dynamo qui vient de partir en Guyane. Et puis, bien entendu, quand nous parlons de prise en charge des jeunes de compétition, c'est penser à toutes ces sélections jeunes qui parcourent la Caraïbe, qui parcourent la CONCACAF, qui parcourent l'Amérique. Et je pense qu'à ce niveau-là, notre football a pris de la place. Donc, en termes d'organisation des compétitions et de charge de la Ligue, voilà un peu les éléments il est bon de rappeler. Maintenant, concernant les responsabilités de la Ligue, la dimension financière, parce que bon, j'ai bien pris la parole, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me couper s'il y a une question à poser. Aujourd'hui, je pense qu'il faut retenir surtout la possibilité pour nos sélections de participer aux différentes compétitions. Quand nous parlons de cotisation de clubs, vous allez penser que la Ligue prenne l'argent des clubs gratuitement. Il faut quand même rappeler que quand un club verse ou a des créances ou doit participer à la vie de la Ligue, c'est dans l'organisation du football. Les premiers à accompagner avec ce sont les clubs. Et bien entendu, toutes les stratégies sont mises en place pour aller chercher de l'argent chez les collectivités, à la Fédération française de football, à la CONCACAF, voire à la FIFA aujourd'hui. Que ce soit les compétitions officielles, que ce soit l'organisation des compétitions, que ce soit bien souvent des interventions à faire sur des infrastructures au dernier moment pour que la norme soit respectée. Je prends un exemple bien simple. La CONCACAF nous a exigé le matin d'une compétition CONCACAF que les vestiaires soient climatisés. Mais il a fallu que rapidement que la Ligue réagisse.
c'est pas la collectivité qui aurait climatisé le stade de Saint-Anne par exemple. Faire de la promotion du marketing, c'est chercher des financements, mais bien souvent aussi, c'est de mettre au service des clubs. Donc, je pense que tous les services, que ce soit juridiques, de soutien en matière de conformité et autres, lorsque nos clubs sont en difficulté, nous savons mettre en place des stratégies d'accompagnement. Malgré nous soyons dans le cadre de la loi 1901, on montrera un ou deux exemples tout à l'heure. Les aides financières vers les clubs. Alors, la partie fondamentale d'aide à l'accompagnement des clubs, c'est ce qu'on appelle le fonds d'aide au football amateur. Le fonds d'aide au football amateur, c'est l'enveloppe de la Fédération française de football, des fonds FIFA transitant par la Fédération française de football, qui nous permet d'accompagner des projets. Et on a pris quelques exemples entre 2021 et 2024 de projets. Le CSM a été accompagné sous son espace par l'éclairage pour 10 000 € par la Fédération française de football, par le dossier qu'on FAFA. Ça, c'est un dossier porté notamment par Guy Manette. D'accord? C'est lui qui est en charge comme vice-président. Je vais laisser le soin à Guy d'intervenir dans ce cadre-là, sur le FAFA. Guy. Merci beaucoup, Président. Donc, dans le cadre du fonds d'aide au football amateur, donc effectivement, le Président disait que le CSM a bénéficié. Le CSM a bénéficié d'une subvention de 10 000 €. C'était pour l'éclairage. Donc, à part le CSM, on a eu la résistance de Bouillante sur le terrain de Pigeon, où la résistance a bénéficié également d'une aide pour l'achat de minibus. La Vistar également a eu deux projets, un projet d'éclairage et un projet sécurisation pour un montant de 22 000 €. On a eu la mairie de Morne-à-l'Eau qui a eu également une subvention de 5 000 € sur la sécurisation d'un terrain. La mairie des Abîmes qui est en pleine, qui est un projet d'amélioration, de réparation, et là, la Fédération française de football, par le biais du fonds FAFA, accorde 150 000 € à la mairie des Abîmes. La mairie de Sainte-Anne également a bénéficié d'une sécurisation. On a eu un minibus pour GSVH, résistance, l'éclairage du terrain de Pigeon à 50 000 €. La mairie de Capesterre a bénéficié également d'une sécurisation de 25 000 €. Et la mairie de Sainte-Rose, une subvention de 30 000 €. Donc tout ça, quand même, pour un total de près de 340 000 €, et ce n'est pas rien. Alors, ça, c'est ce qui a été acquis. Maintenant, ce qui est en cours, c'est aussi important. On a le stade de Port-Louis qui va bénéficier d'une aide pour sa rénovation. Les stades de Sainte-Rose et Rivière-des-Pères qui ont le projet d'éclairage. Le stade de Grandbourg et Capesterre de Marie-Galante qui vont bénéficier également des gazons synthétiques. Donc forcément, ils vont bénéficier de la subvention FAFA. Petit-Bourg qui est également concerné par cette aide, surtout pour la pelouse, gazon synthétique, et les communes de Petit Canal et Sainte-Anne concernant la rénovation des tripodes. Alors, ce qui est très important également, on a parlé effectivement du fonds d'aide au football amateur, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les clubs ont bénéficié de 237 000 € d'abandon de créances. Mais le point important, c'est que au départ, au jour d'aujourd'hui, les clubs nous doivent un total de 400 000 €. Et nous connaissons les difficultés des clubs. Entre 2021 et 2023, c'est pas moins
de 237 000 euros, je le répète, qui ont été accordés au club en tant qu'abandon de créance. Et c'est pas rien. Et en même temps, on a la dette à gérer. Aujourd'hui, je crois que le président l'a dit en début de séance, on est quand même à 55% de la réduction de la dette. Ce n'est pas rien. On récupère la Ligue en 2016 avec pas moins de 2 millions d'euros de dette. Entre les remises, entre les quelques interventions, là, on se retrouve à 900 000 euros de dette en 2016. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait beaucoup, il reste 400, mais c'est 400. Donc, je pense que gérer une association comme la nôtre, en permettant que le football se développe, en permettant la promotion, le marketing et tout ça, et en même temps rembourser la dette, vous n'imaginez pas l'effort qui est fait. Un gros effort qui est fait. Aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est que on est dans le social. Hein. On est dans le social. 64 jeunes en quête de professionnalisation. Et ces jeunes-là, oui, on peut parler de salaire. Les salaires sont financés par les deux collectivités, par la région et le département. Donc, du point de vue aide financière pour les clubs, je pense que là, on a quand même fait un effort qui est très très important. Et puis le président, je vais te laisser, président, parler du naming, mais je me permettrai quand même de dire qu'aujourd'hui, les clubs ont déjà bénéficié des ballons à 150 euros, mais c'est pour un total de 9 ballons fois 150 euros l'unité. Ce n'est pas des ballons de 20-30 euros, comme on l'a laissé entendre. 3 petits ballons. Non, c'est 3 ballons FIFA pour un montant de 150 euros l'unité par ballon. Et tout ça pour une valeur totale de 195 000 euros. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la vocation de la Ligue de verser de l'argent au club parce que c'est interdit. Mais lorsqu'on additionne tout ça, moi je pense que les clubs, sur l'année, bénéficient d'un minimum au moins entre 3 et 4 000 euros. Je ne crois pas que je me trompe. Entre les matériels, entre le ballon qu'ils vont avoir, entre les abandons de créances, je pense quand même qu'on a fait quand même un gros effort. Alors, et ça va continuer. Sur le naming, je prends la balle. Bon, sur le naming, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas pour nous d'avoir un naming comme le football professionnel de verser de l'argent. L'objectif de nos naming, c'est de permettre l'accompagnement des clubs. C'est ce qui se fait. Chaque club en naming bénéficie de matériel autour de 1800 à 2000 euros chaque année. C'est le cas des clubs de R1, c'est le cas des clubs féminins championnat Siapoc, et c'est le cas du futsal Longhorn. Ces clubs sont accompagnés par rapport au naming. C'est un choix qu'a fait le conseil de ligue et c'est un choix aussi assuré par nos partenaires. Tempo, c'est notre nouvel équipementier, Guy vient de le dire. Ce nouvel équipementier qui équipe nos sélections. Dans le contrat avec Tempo, on a prévu, et c'est en train de se faire, je l'avais annoncé à l'Assemblée générale, bien avant les élections, que nous allons remettre des ballons club entre 7 et 10. Nous sommes à 9. Les clubs ont déjà eu 3 ballons. La dernière vague est arrivée hier et les clubs vont avoir les 6 ballons. Il y en a des clubs qui l'attendent avec impatience. Donc, nous sommes dans le projet en négociation pour que tous les niveaux de compétition, R2 et R3, aient aussi un naming. J'espère qu'on arrivera à la fin de nos discussions avec les entreprises concernées. Sur l'évolution des compétitions, vous l'avez tous vu, en dehors du développement du futsal, mais nous avons comme un championnat de futsal féminin, ce qui n'est pas le cas dans les DOM en ce moment.
Donc, je pense que sur ce point-là, nous avons évolué. Aujourd'hui, nous avons la coupe de vive féminine. Avant, quand nous sommes arrivés, c'est la coupe vive masculine. La participation de nos sélections, de notre CERFA à la Gambardella. La participation aussi de nos sélections jeunes dans toutes les conditions CONCACAF. Et puis j'arrive au CERFA. J'entends aujourd'hui critiquer le CERFA, mais je pense et j'espère que le monde du football guadeloupéen va protéger ce projet exceptionnel porté par la Ligue guadeloupéenne de football, qui n'existe dans aucune autre ligue. Or, j'ai bien entendu un intervenant dire que le CERFA ne sert à rien. Non, non. Le CERFA, ça évite que nos jeunes, qui après le pôle n'ont pas pu être retenus en centre de formation, aient encore une chance. Et encore une chance de pouvoir poursuivre leur rêve de devenir professionnels. Nos jeunes sont soit aspirants en ce moment, soit ils ont déjà signé professionnels, soit encore ils ont rejoint l'université américaine. On en a 3 qui ont, 1, l'université canadienne, 2, l'université américaine. Ce CERFA, ce sont ces jeunes qui parallèlement assurent leur réussite scolaire, prise en charge par ce projet financé par la Fédération française de football, avec une structure, bien entendu, avec le pôle académique. C'est un projet qui se situe au LGT Bainbridge. C'est un projet porté par la collectivité régionale. C'est un projet qui accueille des enfants venus de Martinique, Guyane et aussi de Saint-Martin aujourd'hui. Il y a un Saint-Martinois qui nous a rejoints. Donc, franchement, actuellement, nous avons des partenaires, pratiquement 18 centres de clubs professionnels. Lors du dernière prestation de notre sélection, il y avait quand même 3 anciens CERFA. Donc, ce qui veut dire que nous protégeons et nous emmenons nos jeunes vers cette formation, je rappelle, qui s'appelle le Centre d'élite des régions françaises d'Amérique. Et ce projet qui est aujourd'hui installé en Guadeloupe, le perdre un jour, ce sera vraiment égarer notre jeunesse. Et je pense que les jeunes qui y sont heureux, et je souhaite simplement que les médias aussi donnent toute sa place à ce centre dans le cadre de l'accompagnement de notre football et de notre jeunesse simplement. En dehors du CERFA, nous avons la section sportive scolaire féminine, ouverte aujourd'hui au lycée Georges Nicolas Bastère. Nous avons décentré, mais je crois que ce pôle football féminin, si vous en trouvez dans la Caraïbe, si vous en trouvez même dans les DOM, l'équivalent, vous nous dites, je crois que c'est le signe d'un travail fait, d'un travail réfléchi. Marie-Galante n'est pas en reste. Vu l'engouement du futsal à Marie-Galante, on a pu mettre en place une section sportive futsal avec l'accord de l'académie. Et nous avons d'autres projets en réflexion sur le Nord Grande Terre. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la Guadeloupe a quand même reçu 40 pays dans le cadre du congrès de la CONCACAF. Ça veut dire comment nous sommes positionnés dans ce paysage de la CONCACAF. Bien sûr, à quelque chose près, nous avons failli ne pas jouer le match contre Suriname en Guadeloupe. C'est le matin que le préfet nous autorise à jouer ce match au stade du Gosier. Ce combat, on l'a mené pour aujourd'hui qu'on a un stade non CONCACAF, qui est le stade du Gosier. On ne peut que remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, toutes les collectivités qui nous ont accompagnés pour atteindre cet objectif. Refusant d'aller jouer en Martinique, refusant d'aller jouer à Miami, on a pu vraiment jouer, des entreprises ont travaillé pour que nous en arrivions là aujourd'hui. Donc je pense que nous avons un bilan qui est vraiment dans la réalisation d'actions concrètes. Je ne dis pas qu'on a tout fait, mais je pense qu'on a beaucoup fait et que ce conseil de ligue, ces 2 conseils de ligue sur 8 ans ont beaucoup travaillé.
Mais le pire, c'est de vouloir prendre la direction du football guadeloupéen, pas par un projet, pas par des projets, mais simplement en détruisant les hommes et les femmes, et notamment moi, le président de la Ligue. Je pense que je n'apprendrai rien aux réseaux sociaux de voir ce qui se passe autour de nous. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes au cœur du football. Les 8 actes de développement dans les années à venir vont laisser la parole. Le projet pour les îles du Sud. 2 éléments forts. Personnellement, j'ai emmené le président de la Fédération française de football à Marie-Galante, rencontrer les Marie-Galantais, suite à son refus de remettre le district de Marie-Galante en place. Et nous y travaillons sur le projet des îles du Sud, en incluant les Saintes et la Désirade. La formation FIFA pour les éducateurs et les arbitres. Il y a moins d'une semaine, 10 arbitres guadeloupéens étaient en formation FIFA. Si vous avez suivi l'actualité, envoyée par la Ligue, vous avez pu suivre cette formation où nous avons 10 arbitres qui ont participé. Le plan futsal et beach soccer. Le beach soccer, nous sommes en train de repenser autrement. Le beach soccer, c'est de l'événementiel. Nous sommes en train de signer un partenaire pour cela. Et puis le plan futsal que nous travaillons dessus et dont Jean-François Flage a beaucoup participé. Poursuivre le développement féminin par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Les compétitions interrégionales. Aujourd'hui, en dehors de la Coupe Vive, vous avez les champions U15 qui se rencontrent, les champions U17 qui se rencontrent, et vous avez le CERFA qui est à la Gambardella. Je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est, et nous sommes en négociation pour qu'il y ait un club guadeloupéen au niveau de la Gambardella en dehors du CERFA. L'adaptation du dispositif FAFA, Guy en a parlé. Nous négocions avec la fédération de nous donner une enveloppe par rapport aux problématiques du terrain. Un projet sur l'Hexagone, le projet coûte le double en Guadeloupe. On ne peut pas travailler à la même échelle. Nous sommes en discussion avec la fédération française là-dessus. Le guichet unique. Qui parle du guichet unique? Le président aussi. Le guichet unique, je peux en parler. Le guichet unique, en fait, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne va pas se tromper, hein. Aujourd'hui, on a quelques clubs, des clubs qui sont en difficulté et qui ont besoin d'aide. C'est un peu le rôle de la Ligue de trouver un dispositif, mettre en place quelque chose pour aider ces clubs-là. Donc, nous, dans notre projet, on va créer ce guichet unique pour permettre aux clubs de se développer, pour permettre de mettre en place des formations pour les dirigeants. Exemple, le club qui a besoin d'embaucher, de créer un emploi, le club pourra se rapprocher de ce guichet unique et on pourra expliquer comment faire. Donc, en fait, c'est une cellule d'accompagnement qui va faciliter les démarches administratives des clubs. Et je pense que les clubs en ont besoin. Donc, là aussi, il y a des clubs, sûrement, qui ont déjà trouvé des solutions chez eux. Peut-être que notre rôle aussi, c'est de partager les bonnes pratiques avec les clubs, pour éviter de perdre du temps, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une option qu'on propose, et je pense qu'il y a tout son sens, ce guichet unique au service des clubs. C'est pareil, hein. Aujourd'hui, les clubs, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient bien aller sous les dispositifs de la largesse, et soit qu'ils ne savent pas, ou qu'il ne faut pas les recherches, et qu'ils n'ont pas la personne ressource pour le faire. Donc, le rôle de ce guichet unique, ce sera également ça. Voilà. Donc, pour ce guichet unique. Sinon, Président, tu as parlé de l'adaptation du dispositif FAFA Outre-mer. Bien entendu, ce ne sera pas un FAFA Outre-mer Guadeloupe, mais ce sera un FAFA Outre-mer. Ça veut dire, concrètement, il y a une nécessité de toute façon de tenir compte des singularités des différents pays Outre-mer, en concertation avec la Fédération française de football. Il va falloir qu'on soit en capacité de coécrire une proposition des différents DOM, différents pays outre-mer, pour proposer à la Fédé
de prévoir dans son budget national du fonds d'aide au football amateur, de prévoir un budget outre-mer. Bien entendu, ce budget outre-mer sera forcément décliné en fonction d'un certain nombre de choses, de paramètres, par exemple, le nombre de licenciés par pays, etc. Donc voilà, voilà un élément fort, je dirais, de notre projet pour 2024-2028. En dehors des contrats d'objectifs que nous avons avec les deux collectivités majeures, le département et la région, il faut savoir que nous travaillons beaucoup sur ces infrastructures avec ces collectivités, notamment la région, qui est la collectivité majeure en termes de construction. Et c'est pourquoi, suite aux difficultés que nous avons rencontrées, on a vu l'urgence d'avoir un terrain de dimension internationale. Et dans nos avancées, je rappelle qu'avant notre arrivée, il y avait une décision prise par la municipalité de Petit-Bout de mettre un terrain à disposition pour construire un centre. D'accord ? Et quand on a voulu relancer ce projet-là, on s'est rendu compte qu'au fait, ce n'est pas à la Ligue qui a été attribué ce terrain, mais à la région. Et le nouveau conseil régional n'était pas pour ce projet. Et aujourd'hui, dans nos discussions, un terrain de 12 hectares a été acquis à Capesterre pour construire un terrain à niveau international, mais aussi un espace capable d'accueillir soit des sélections, soit des clubs, soit des formations. C'est un projet ambitieux sur lequel nous travaillons conjointement avec la collectivité. Et l'autre objectif, c'est que dans les 3 ans à venir, que la Guadeloupe ait un espace capable d'accueillir des compétitions d'envergure internationale. Mais l'un de nos projets à venir aussi, c'est les discussions avec la FIFA. Vous savez, lors du dernier congrès de la FIFA, nous militions auparavant pour que la Guadeloupe soit reconnue comme la Nouvelle-Calédonie, soit reconnue comme Tahiti. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire, parce que tout pays qui doit intégrer la FIFA doit être payé au niveau de l'ONU. Donc c'est une clé pour nous. Par contre, ce que nous relevons, c'est que ça nous permet d'avoir d'autres ouvertures pour être membre à part entière, comme on le fait à la CONCACAF. Et ce membre à part entière nous permettra de pouvoir, et nous sommes déjà en discussion, en réunion de travail avec la FIFA et la CONCACAF là-dessus, pour que quand nos joueurs sont sélectionnés, qu'ils soient pris en charge comme dans n'importe quelle fédération ou autre. Nous avançons sur ce projet-là. Les soutiens financiers pour la FIFA devaient venir améliorer les infrastructures, et notamment développer le football jeune et féminin, mieux accompagner l'arbitrage et aussi les infrastructures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y a une porte qui s'est fermée, mais il y a d'autres portes qui se sont ouvertes. Maintenant, c'est à nous de pouvoir rentrer dedans et profiter de ces avantages. Le combat est là. Les nouveaux textes de la FIFA en faveur des ligues d'outre-mer nous permettent d'aller sur des dossiers et nous devons normalement intégrer des commissions de la FIFA comme on l'a fait pour la CONCACAF. Nous sommes candidats sur deux ou trois commissions FIFA pour pouvoir porter, je dirais, les réflexions de la Ligue de Guadeloupe dans l'espace que nous avons pu créer depuis quelque temps. Je rappelle que l'histoire de la Guadeloupe, la CONCACAF, c'est depuis le Dr Wigger en passant par Guiroc. Mais aujourd'hui, ça ne se limite pas à la CONCACAF, mais vraiment à la FIFA. Voilà. Bien entendu, il y a encore beaucoup à dire, mais je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là un moment et nous permettre de répondre à vos questions. Mais vous comprenez bien que par rapport à tout ce qui s'est dit, il fallait vraiment qu'on rappelle un petit peu tout ce contexte, là où était le football et là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Merci de votre écoute déjà. Et puis nous sommes à votre disposition s'il y a des questions.